17 août 2006, à Pékin. Regardez bien ce document. L'engin, en forme de disque, semble immobile au-dessus des toits de la ville. Et à présent, soyez très attentifs. Même séquence au ralenti. Une telle accélération semble impensable pour un engin de fabrication humaine. Ses occupants n'y résisteraient pas. Mais de quoi s'agit-il? La question reste ouverte. Pour la première fois, le phénomène OVNI face à la science. Une institution prestigieuse, le CNES, l'Agence spatiale française, nous a ouvert ses portes et ses dossiers. S'il s'agit d'engins venant d'un autre monde, comment ont-ils traversé les gouffres de l'espace? S'ils viennent vraiment d'un autre monde, pourquoi leurs pilotes semblent-ils nous fuir? Les ovnis cartes sur table. Où sont les vérités? Où sont les illusions? Bienvenue à tous. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'un des mystères les plus controversés de notre temps. Une question qui soulève d'innombrables débats, parfois enflammés, et ce, depuis plus d'un demi-siècle, sans qu'à ce jour, aucune conclusion définitive n'ait encore pu être apportée. Il s'agit de ce phénomène énigmatique, connu sous le nom d'objets volants non identifiés, les ovnis. Mais de quoi s'agit-il? D'un incroyable complot, d'illusions d'optique, de croyances collectives ou encore d'autre chose? Ce phénomène multiforme semble échapper à toute tentative de classification scientifique. Pourquoi? Essentiellement parce que les observations de ces mystérieux objets, aperçus dans le ciel, parfois à terre, sont toujours uniques, incertaines, fugaces, sujettes à caution. En bref, on ne peut pas les reproduire pour les étudier scientifiquement. Et pourtant, les témoignages s'accumulent par dizaines de milliers. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons donc proposé à une institution scientifique, le Centre national d'études spatiales, le CNES, d'ouvrir pour nous les nombreux dossiers dont il dispose et qui ont été étudiés, archivés depuis des années. Et pour la première fois à la télévision, avec les chercheurs du CNES, nous allons donc réfléchir ensemble à cette énigme tenace. Pourquoi, après plus de 60 ans, les ovnis demeurent-ils toujours aussi mystérieux? Est-il seulement possible d'apporter une réponse à cette question? Pour commencer, nous proposons de revenir sur un événement qui a eu un très grand retentissement. La mise en ligne par le CNES des archives du GEPAN, le service chargé d'enquêter depuis plus de 30 ans sur les ovnis. Service que le CNES a rebaptisé PAN, Phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'était le 22 mars 2007. Première étape de notre enquête, la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est là qu'a été réalisée une exposition complète sur le phénomène OVNI. Et nous y avons trouvé une foule de choses. Un intérieur de vaisseau spatial, des extraterrestres à profusion et même cette reconstitution d'un bureau d'enquête sur les ovnis inspiré par le GEPAN de l'Agence spatiale française. Jacques Arnoux, membre du CNES, a participé à la mise en ligne des fameuses archives. Une journée historique. Alors nous l'attendions, cette journée du 22 mars, parce qu'on avait déjà des avant-bruits, des signes avant-coureurs que ça risquait de provoquer un grand intérêt. Donc à 10h, conférence de presse, on présente le site, tout va bien, le site est ouvert au public, et puis la conférence de presse termine vers 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Une heure après, catastrophe, le site du GEPAN avait sauté à cause de trop de connexions, et le site du CNES avait lui-même sauté. Les internautes, ils cherchaient à savoir ce qu'il y avait là-dedans. C'est pas le GEPAN, mais c'est un facsimilé. Qu'est-ce que vous cachez depuis 30 ans? En fait, on ne cachait rien, simplement, on ne communiquait pas. Donc désormais, allez-y, c'est ouvert, vous allez regarder. Alors, que trouve-t-on dans ces archives? Des milliers de témoignages émanant de toutes les régions de France. Parmi eux, les plus troublants sont ceux des pilotes. Leur formation leur a donné une bonne connaissance des phénomènes qu'on observe dans le ciel, et donc une bonne aptitude à distinguer le vrai du faux.
Voici Jacques Crine, ancien pilote de chasse sur Mirage 3. Son observation, une des plus célèbres au-dessus du territoire national, date de 1973. Nous étions en mission d'interception de nuit, à bord de Mirage 3, qui étaient les avions assez pointus de l'époque, avec surtout équipés de radars de tir, qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit, nous entraîner à cet exercice. Et au moment, en fin de rassemblement, où nous étions guidés par un radar au sol, apparaît dans notre trajectoire quelque chose qui ressemblait a priori à l'avion de ligne, c'est-à-dire un fuselage assez long avec des hublots et des lumières intérieures. Donc j'appelle le contrôle au sol. Je dis écoute, là c'est pas bon, on va avoir un airmiss, on va se faire engueuler. Il dit non, moi j'ai rien sur le radar. Confirmé. Alors je demande aussi à mon équipier qui me confirme ce que je voyais. Effectivement, il confirme comme moi qu'on voyait passer un objet en vol qui était dans notre trajectoire et qui ressemblait a priori à un avion de ligne. Et effectivement, dernière vision que j'ai, ça ressemblait un peu à la forme d'un ballon de rugby, pointé au debout, 7 ou 8 hublots, assez grand et très très éclairé de l'intérieur. Je me rappelle, il y avait une lumière très très blanche qui n'éblouissait pas mais très éclairée. Et au moment où on se rapproche à une distance que peut-être c'était une distance de sécurité pour lui, il disparaît dans l'espace avec une vitesse, disons, de microsecondes. Il accélère de rien et il disparaît sur une trajectoire de 2 ou 3 degrés dans notre horizon. Et il nous laisse sur place. Et je me rappelle l'image que j'ai eue, c'était les Dupont qui étaient dans le désert sur notre Jeep, qui se sont doublés par une voiture, il y en a un qui descend, il dit pourquoi on est arrêté. Enfin, c'était l'impression qu'on avait. Ça nous a posé sur place. Dans l'idéal, les pilotes sont censés rapporter leurs observations à leur hiérarchie, dont le rôle est de les transmettre ensuite au GEPAN. Pourtant, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Il y a un problème d'autocensure, parce que les pilotes, de par leur métier, sont soumis à une surveillance médicale et psychologique relativement serrée et forte. Et beaucoup de pilotes effectivement évitent d'en parler, ou alors n'en parlent que quand ils sont à la retraite ou quand ils ont quitté l'activité. Pendant 11 ans, Jacques Crine a gardé le silence sur son observation. Et il s'en explique aujourd'hui sur le petit aérodrome de Logne devant d'autres pilotes. Oui, mais pardon, mais vous en avez parlé dans le cadre de votre famille, par exemple, à des proches? Non. Non? Non, non. Même pas des proches? Non, non. Ben, ça paraissait tellement gros. C'est ça la timidité ou la pudeur qu'on peut avoir. Oui. Parce que le regard des autres et le qu'en dira-t-on, c'est quand même fort. Et les ovnis, on en parle depuis longtemps, je veux dire. Et à chaque fois que... Il y a une réaction qui est très forte émotionnellement, vous passez pour un rigolo, quoi. Je veux dire, c'est surtout ça, c'est la déconsidération. Nos grands savants qui ont tous, à un moment ou à un autre, eu à en savoir, dans le contexte de leur boulot, ils se mettaient au banc, si vous voulez. Parce qu'il y a un mode de pensée qui est très strict, et ça touche quelque chose qui va au-delà, je dirais, au-delà du rationnel. Un autre témoignage très troublant a eu lieu en 1973. Il émane d'un pilote d'Alouette 2, un pilote militaire. Alors c'est pour ça, sans doute, qu'il a voulu garder l'anonymat. Heureusement, il nous a confié son récit, par écrit. Et nous allons ensemble tenter de savoir comment les choses se sont passées. Dans l'hélicoptère à côté d'Igor, Stéphane Caplier. Il est passionné depuis longtemps par la question des ovnis. Et il va nous lire le témoignage transmis par le pilote que nous appellerons Pierre. Pierre était un jeune pilote de l'aviation légère de l'armée de terre du 3e groupe d'hélicoptères légers. À bord de son Alouette 2, il effectuait un vol entre Rennes-Saint-Jacques et Caen. Tout d'un coup, il tourne la tête et il se rend compte que l'hélicoptère est doublé par un immense dirigeable, long comme un paquebot, je cite, sans hublot, sans lumière, sans fumée, sans aucune perturbation instrumentale. Qui se déplace donc plus vite que lui à ce moment-là? Bah, tout à fait, puisque après une observation de plus d'1 seconde, il contacte la tour de contrôle de Caen, et le contrôleur voit lui-même un écho-radar. Il confirme? Oui, tout à fait. Il voit un écho-radar traverser l'écran du nord au sud et à très grande vitesse. Oui. Alors, pour le pilote, c'est un ovni au sens extraterrestre. Oui. Au niveau des mesures, il voit quelque chose de 200 à 300 mètres de long, Oui. quelque chose de gris terne, une épaisseur très importante, pas de bruit. Alors, des bouchins vifs comme un dirigeable. Je ne sais pas ce qu'il entend par bouchin. Ouais, bouchins, ce sont les nervures à la surface de la coque du dirigeable. Voilà, donc c'était assez pointu à l'avant comme à l'arrière. Et en plus, ils disent qu'ils n'ont pas eu peur sur le coup, mais que par la suite, évidemment, ils étaient un peu tendus. Alors, ils précisent, mais on les croit sur parole, qu'ils n'avaient pas bu ni consommé de drogue, surtout dans l'armée, et qu'ils n'avaient rien avant ni à proposer,
qu'il souhaitait faire aucun effet d'annonce. Et ça, c'est lui qui le dit, tout ça. Oui, c'est lui tout ça, entre guillemets, que ses propos sont véridiques, incroyables, il le sait, mais véridiques. Alors, confronté à un phénomène aussi multiforme, aussi mystérieux que le phénomène OVNI, eh bien, la seule démarche consiste évidemment à adopter une démarche scientifique. C'est ce qu'on fait au GIPAN, à l'intérieur du CNES, depuis plus de 30 ans. On a accumulé quantité de dossiers, des analyses, des investigations qu'on a menées sur le terrain. Et on a donc classé ces phénomènes en 4 catégories. D'abord, en A, on a trouvé des phénomènes parfaitement expliqués, parfaitement identifiés. Ensuite, en B, on va rassembler les phénomènes probablement identifiés. En C, on va considérer que le rapport est incomplet et qu'on ne peut donc pas se faire une opinion. Et enfin, en D, on va rassembler les phénomènes réellement inexpliqués. Mais avant cela, tout de suite, quelques exemples de faux ovnis. Commençons par une histoire insolite classée en B, c'est-à-dire les phénomènes probablement expliqués. Cet objet est tombé du ciel le 25 février 1985 et il a creusé un trou de belle taille au milieu d'un champ, dans la région de Royan. 2 paysans sont témoins du phénomène. L'objet a atterri devant leurs yeux, dans le champ, à une trentaine ou une cinquantaine de mètres, et après plusieurs rebonds, s'est stabilisé. Les 2 personnes se sont approchées de cet objet, qui semblait encore très très chaud et fumant. Ils se sont décidés à appeler la brigade de gendarmerie locale, qui est venue sur les lieux, et ils sont arrivés à peu près 1h30. L'objet était froid, donc ils ont pu s'en approcher. Le premier aspect visuel, je dirais, de l'objet, c'était quelque chose qui ressemblait à de l'oxyde de fer, gros granuleux, sous la forme d'un cylindre, de 50 à 60 cm de long sur 15 cm de diamètre, avec aucune marque extérieure apparente. Donc cet objet a été récupéré par la brigade de gendarmerie. Il a été expertisé à la demande des gendarmes par des laboratoires du coin, spécialistes en armement, qui n'ont reconnu derrière cet objet aucun missile, aucune arme connue à l'heure actuelle. Aussitôt, les gendarmes alertent le GEPAN de l'époque, service chargé d'enquêter sur les ovnis. Et le résultat ne tarde pas. Il s'agit d'un morceau de satellite artificiel russe qui s'est consumé dans l'atmosphère. Affaire classée donc. Et pourtant, l'histoire rebondit 3 ans plus tard, quand le GEPAN, qui a récupéré l'objet, en confie l'expertise à un laboratoire de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Donc ça a été découpé, tout ça. Bon, l'objet avait certains orifices qui présentaient des marques de combustion supposées, etc. Et en ouvrant tout ça, on s'est aperçu, ce laboratoire s'est aperçu qu'il y avait différentes inscriptions là-dessus. Et donc dans la base à l'intérieur, qu'on ne pouvait pas voir au départ, on s'est aperçu qu'il y avait quelques numéros avec un insigne qui a été identifié comme l'insigne allemand du Troisième Reich, c'est-à-dire l'aigle avec la croix gammée dessous. Alors donc l'interprétation évidemment qui a été la plus répandue immédiatement à l'époque, c'était un morceau de satellite espion allemand. Un satellite nazi dans l'espace. Il est vrai que vers la fin de la guerre, les Allemands, dans leur base de Peenemünde, avaient expérimenté de nombreuses armes nouvelles, dont les célèbres V2. Mais de là à envoyer un engin dans l'espace, ils n'en étaient certainement pas capables. On fait alors intervenir le principe de raison suffisante, qui consiste à éviter d'avoir recours à l'hypothèse ovni lorsqu'une explication simple peut suffire. Voici donc la solution de l'énigme. Il s'est avéré que cet objet-là était un obus effectivement datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands qui occupaient Royan, c'est la fameuse histoire de la poche de Royan, étaient coincés dans la poche de Royan par les Alliés, et en s'enfuyant, ils ont mis pas mal de munitions dans les marais alentours et les marais poitevins, et on suppose que cet obus il était resté pendant toutes ces années
soit dans un marais, soit dans un endroit non accessible par les gens, et la combustion se serait déclenchée soit par un phénomène de choc ou alors un effet thermique à long terme. Et donc cet objet, il serait parti de cet endroit-là, de ce marais, aurait eu une forme parabolique, une trajectoire parabolique, serait tombé au pied dans le champ des deux paysans, voilà, après moult rebonds. Et donc voilà, ce qui était au départ un ovni est devenu quelque chose de tout à fait rationnel et expliqué. C'était juste un obus allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Yvan Blanc nous a montré quelques pages des conférences à but pédagogique qu'il donne sur la question des observations aisément explicables, classées en A. Nuages lenticulaires, foudre en boule, rentrée atmosphérique de météorites ou de satellites artificiels, etc. Et voici un nouveau venu en France, qui fait désormais un pourcentage appréciable des rapports d'OVNI, ce sont les lanternes thaïlandaises. Ce sont des petites montgolfières en papier qui peuvent aller de 40 cm de hauteur jusqu'à très gros, jusqu'à 1 mètre si on les confectionne sur mesure, dans lesquelles on a un petit carburant qui est allumé. C'est le principe de la montgolfière, quand l'air à l'intérieur est chaud, tout ça s'envole. Donc ce phénomène est en train de gagner l'Europe et en particulier la France. On a de plus en plus d'observations et de rapports, et ces phénomènes sont liés à des lâchers de lanternes thaïlandaises comme on voit ici sur ce film. Les gens sont toujours déçus quand on leur amène une explication un peu rationnelle de leur observation, je dirais. C'est vrai pour les lanternes thaïlandaises, mais c'est vrai également pour toutes les autres observations, je dirais. Enfin, il y a la question immense des photos et des vidéos. Il y en a des milliers, comme on peut le constater en surfant sur Internet. Alors, comment démêler le vrai du faux? François Louange, expert en images, analyse pour nous quelques photos de faux ovnis. Commençons par ces clichés pris par un jeune collégien. Ils évoquent une véritable escadrille de soucoupes volantes. Il se trouve que l'analyse de ces photos permet de montrer de 5 ou 6 de mémoire façons différentes qu'il s'agit d'un faux. D'une façon très précise, ce gamin a collé des petits objets en forme d'ovni sur la fenêtre de sa chambre et a profité du flou ambiant pour faire des photos qui donnaient une impression tout à fait bonne. Alors c'était très instructif quand c'est arrivé, puisque justement je travaillais sur les méthodes d'analyse des photos. On pouvait montrer par exemple que c'était pas vrai son histoire parce que les ovnis étaient censés être beaucoup plus loin qu'un fil électrique qui passait tout près de sa chambre. Or, en analysant de très près l'image, on s'aperçoit que le fil est caché par l'ovni, donc c'est un peu contradictoire. On voit des lois d'illumination qui s'appliquent tout le long de l'ovni qui sont très semblables à celles du bord de la fenêtre, ce qui est quand même une coïncidence intéressante. On voit aussi une variation de taille apparente de ces objets d'une photo à l'autre qui sont en proportion exacte des variations de la taille apparente des éléments de la fenêtre, ce qui est quand même un peu bizarre pour un objet qui est censé être 10, 20 ou 50 fois plus loin, etc. Donc c'est des exemples comme ça avec lesquels on s'aperçoit que finalement, s'il est un domaine dans les ovnis où il y a du faux, c'est plutôt celui des photos. L'expertise a aussi montré que cet objet insolite, photographié par hasard lors d'un lâcher de montgolfière, n'était en réalité qu'un ballon d'enfant dérivant à 300 mètres de distance. Et c'est tout l'enjeu de l'analyse de l'image, c'est d'essayer avec des techniques qui prennent en compte le flou, la netteté des contours de l'objet, le niveau de gris de ces objets. Si vous prenez un objet noir et que vous l'éloignez, plus vous l'éloignez, plus il paraîtra clair. Ça permet de faire des rapprochements avec d'autres objets noirs dans le plan, etc. Alors, à côté des observations explicables classées en A, B et C, il existe donc une autre catégorie de témoignages que le GIPAN classe en D. Ce sont ces observations pour lesquelles on ne trouve aucune explication. Certaines de ces affaires, comme celle de Trans en Provence, sont demeurées très célèbres. D'autres sont tout aussi troublantes, mais moins connues. En voici une, toute récente, qui vient de défrayer la chronique. L'observation dont Yvan Blanc va nous parler maintenant date de 2007. Elle sera sans doute classée en D, les phénomènes inexpliqués. Elle s'est déroulée non loin du CNES, dans la banlieue de Toulouse. Alors l'observation s'est passée exactement ici. Le témoin arrivait avec son véhicule ici, et c'est à peu près à cette hauteur, vous voyez, entre les deux gros sapins là,
que premièrement, elle a aperçu une guirlande verte, puis aussitôt après, elle s'est aperçue qu'autour de cette guirlande, il y avait un objet entouré de lumière en forme circulaire de soucoupe à 2 étages, avec des lumières aux 2 étages. Et donc, elle était accompagnée de son enfant. Elle a pris aussitôt son téléphone, elle a appelé sa mère pour lui décrire l'observation qu'elle voyait. Pendant ce temps-là, son enfant était assez émotionné et affolé dans la voiture et s'est mis un peu à pleurer. Donc elle a arrêté de suite son coup de fil en disant à son enfant bon ben arrête. L'enfant toujours en pleurs lui disant maman démarre, j'ai peur. Donc elle a redémarré si vous voulez la voiture. Elle a continué jusqu'à la prochaine intersection là. Elle a tourné à gauche et juste après l'intersection, elle a à nouveau regardé du côté gauche, c'est-à-dire du côté où elle avait vu la première observation. Et là, à ce moment-là, elle s'est aperçue que le phénomène avait complètement disparu. Donc, le témoin, par la suite, a fait un dessin de son observation qui est assez évocateur et assez détaillé. Hein. Dessin que voici, donc, qui représente la première petite lumière en forme de V verte décrite par le témoin. Lumière guirlande entourée d'un objet en forme de soucoupe avec 2 étages, le premier ici, le second ici, et chaque étage étant entouré de lumière orange assez diffuse. La dimension de cet objet était de 5 mètres à peu près, et bon, avec les repères qu'il y avait au moment de l'observation. Deuxième étape, une visite à la brigade de gendarmerie de Saint-Alban, qui a recueilli le témoignage. Bonjour messieurs, monsieur Blanc du GEPAN. L'adjudant confirme que les témoins étaient très choqués. La petite fille avait même du mal à décrire ce qu'elle avait vu parce que sur le coup elle avait beaucoup pleuré. Elle évitait de regarder l'objet, elle demandait à sa mère à quitter les lieux, mais la mère est restée sur place. Une fois qu'elles sont parties, nous sommes rendus sur les lieux. Tout d'abord pour regarder s'il y avait des objets, des traces, des indices qui pouvaient se présenter. S'il y en avait eu, on aurait fait un gel des lieux pour faire des prélèvements. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas. L'enquête de voisinage n'a rien donné. Aucune personne n'a pu nous décrire le même phénomène. Bon, par contre, ce qui a attiré notre attention, c'est que vraiment les déclarations de la mère et de la fille décrivaient le même objet, la même façon de se déplacer, les mêmes couleurs. Seule la gendarmerie était habilitée à nous permettre d'entrer en contact avec les 2 témoins. La mère et la jeune fille ont accepté de nous recevoir sous le couvert de l'anonymat. Elles ont répété leur témoignage au détail près. Je me suis dit, c'est peut-être bon, une expérience faite par les militaires, parce que bon, je n'avais jamais vu ça. Donc moi, je suis restée à observer. Bon, ma fille hurlait parce qu'elle avait très peur. J'ai appelé ma mère sur le portable justement pour lui dire ce que j'avais au-dessus de moi. Donc tout en continuant à observer l'engin. Ma mère m'a dit, ne reste pas là, va-t'en vite. Bon, je pense qu'elle avait un petit peu la trouille, elle ne savait pas ce que c'était. Les témoins qui vivent une telle expérience, quelle qu'elle soit, que l'explication soit triviale ou pas, vivent quelque chose de très fort sur le plan émotionnel et s'en souviennent en général des années et des années. 3 ans après, vous y pensez encore? Oui. Ah oui, bon, on ne peut pas oublier des choses comme ça. Moi, j'ai très peur. Elle a peur. Et j'ai pleuré. Vous y repensez encore? Oui. Oui, des fois quand je lui en parle comme ça, parce que bon, j'y repense, c'est vrai qu'elle ne veut pas trop en entendre parler parce qu'elle est encore terrorisée. Pourquoi, je ne sais pas. Et voilà quoi. Ça fait peur parce qu'on est dans le domaine de l'inconnu complet. L'inconnu fait peur. On n'a pas la moindre idée de si ça existe, de ce à quoi ça peut ressembler. Quel peut être le niveau de technologie. On a tout vu dans les films. On a vu E.T., l'approche gentille de l'extraterrestre, mais on a vu aussi la guerre des mondes. Donc on n'a aucune idée de ce qui pourrait se produire si un tel choc se produisait. Donc ça fait peur. Ça me paraît normal. Dans la masse des clichés expertisés par François Louange, quelques-uns restent des énigmes.
Celui-ci, par exemple, pris au-dessus du Costa Rica en 1971. Alors si on regarde cette photo de très près, on s'aperçoit qu'elle a une forme bizarre qu'on pourrait qualifier d'une cymbale vue du dessus ou du dessous. Si on la regarde de plus près, en gros plan, ça donne ça. Alors, évidemment, si elle est au sol, elle représente un objet qui est très gros. Si elle est en l'air, on n'en sait rien, on ne saura jamais. Des études ont été faites pour essayer de voir par rapport à l'environnement quelle taille elle aurait. Donc si elle était au sol, elle serait assez grande, plusieurs dizaines de mètres dans ce cas-là. Et également des mesures qui ont été faites pour regarder l'éclairage qui plaide plutôt si l'objet est en bas pour un objet creux que pour un objet convexe. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de recherches, mais aucune trouvaille de fait dessus. Je pense qu'on n'aura jamais l'explication finale de cette fameuse image de Costa Rica, qui reste un grand mystère, que je l'appelle un OPNIST, un objet photographié non identifié. On ne sait même pas si ça vole, puisque c'est vu sur l'eau. Alors, dans le chapitre inexpliqué, je vais vous montrer quelque chose de totalement inédit que j'ai dans mes cartons depuis quelque temps, qui m'a été fourni par un professionnel de l'image, qui est un ami qui s'appelle Raphaël Hopi, et qui a filmé pendant un certain temps toute la trajectoire de la pleine lune dans le ciel de Barcelone. Et tout d'un coup, en visionnant ce film, il s'est aperçu que pendant une période de 2 minutes que vous allez voir en accéléré ici, il y a un objet qui passe au-dessus de la Lune avec une trajectoire très étonnante. Regardez apparaître l'objet ici. On voit bien qu'il a une trajectoire qui est tout à fait liée à la Lune et pas du tout à la Terre. Ce que vous venez de voir se passe en 2 minutes. Donc cet objet orbitait certainement autour de la Lune, donc avait une taille, en tout cas sa taille apparente, les traces qu'il laisse, qui sont colossales si on se réfère à la Lune. Je le repasse une seconde fois. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui reste tout à fait inexpliqué, puisque aucun travail approfondi n'a été fait. J'espère pouvoir, avec le CNES, approcher des astronomes déjà pour essayer de reconstituer à l'heure et à la date où ont eu lieu cet événement. Est-ce qu'il passait un objet connu en orbite autour de la Lune ou entre la Lune et la Terre? Je ne sais pas. Voilà, c'est un cas ouvert tout à fait inédit. Dans la mesure où il contient une grande part de mystère, le phénomène OVNI enflamme les passions. Depuis toujours, il oppose radicalement 2 camps. D'un côté, il y a les sceptiques, tenant d'une approche rationnelle, et de l'autre, il y a les ufologues. Et ces derniers n'ont aucun doute sur l'origine extraterrestre de ces mystérieux objets. Nous savons que nous avons d'énormes indices qui nous laissent penser que l'hypothèse extraterrestre est la plus séduisante. Voilà où nous en sommes. Maintenant, c'est une intime conviction, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de se pencher sur des dossiers solides, des dossiers politiques, des dossiers militaires, des dossiers issus de l'Air Force américaine, des services de renseignement. Et une fois que vous avez mis votre nez dans ces dossiers-là, vous ne regardez plus le ciel de la même façon. C'est une histoire où on avance de 2 pas, on recule d'un pas, mais on avance de nouveau de 2 pas. Si vous faites l'addition, vous allez quand même avancer un peu. Vous savez, le phénomène est impréhensible, c'est-à-dire qu'il nous échappe, il joue avec nous, enfin j'ai l'impression de ça, et qu'il s'adapte. Il s'adapte à notre banque de données, il s'adapte à notre psychologie, il s'adapte à notre siècle. Il y a eu des véritables démonstrations aériennes. Il y a un témoin militaire, un officier, qui a vu une escadrille d'ovnis plonger vers le sol, vers la base aérienne où il se trouvait, en formation, faire une ressource et remonter à 45 degrés à toute vitesse. C'est quoi ça? C'est ce que les philosophes appellent une monstration. C'est une démonstration. Regardez-nous, voyez ce que nous savons faire et réfléchissez. Une question. Beaucoup d'observations, notamment aux États-Unis, ont été faites par des militaires. Est-ce que vous pensez, vous, que l'armée nous cache quelque chose? Ah, évidemment, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais qu'est-ce qu'elle sait? On leur apporte des rapports, ils en ont, mais les détails, on ne peut pas les avoir. C'est bouche close, il n'y a pas d'information. On ne nous dit même pas un mensonge pour nous envoyer balader. Ça n'existe pas. Dormez tranquille, messieurs, dames, il ne se passe rien. Nous voici à présent dans le splendide parc Montsouris, à Paris. Nous y avons rencontré la doyenne des ufologues français, Francine Fouéré, 85 ans. Avec son mari, René Fouéré, elle fut à l'origine d'une des premières associations ufologiques françaises. Le bulletin des époux Fouéré était réputé pour la qualité et le sérieux de ses comptes rendus. Mon mari avait dit une fois, notre cerveau, notre intelligence ne sont peut-être pas structurés pour comprendre ce phénomène. Ça, je trouve ça très sage. Il y a quelque chose aussi que mon mari m'avait dit, si les soucoupes volantes sont bien des machines spatiales venues d'ailleurs et pilotées ou téléguidées
par des représentants intelligents d'une ou de plusieurs races extraterrestres, techniciennes, le problème que leur présence et leur évolution posent n'est pas simplement un problème intellectuel passionnant, réservé à des esprits savants et curieux, c'est un problème qui intéresse, qu'elle en soit consciente ou non, toute l'humanité. Et lorsqu'on demande à Francine Fouéré si, un jour, l'humanité finira par posséder la clé du mystère, elle a cette réponse énigmatique. Ah ça, c'est, encore une fois, je n'en sais rien. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'eux. Mais à l'opposé des ufologues, il y a donc les sceptiques. Et en voici un des plus irréductibles, Éric Maillot. Le plus surprenant, c'est que ce partisan de la cause rationaliste fut dans sa jeunesse un fervent adepte de l'origine extraterrestre des ovnis. Il est vrai que je suis passé du stade de la croyance, donc en l'hypothèse extraterrestre. En tout cas, on a un phénomène exotique qui serait nommé phénomène ovni, à quelque chose qui est maintenant une conviction, qui est basée sur la vérification d'un ensemble de cas. Et de cas en cas, je me suis rendu compte que les choses tenaient de moins en moins, et donc forcément, je suis devenu sceptique. Ça fait belle lurette que dans mes rêves, il n'y a plus d'ovnis. Ça a pu éventuellement se produire dans l'enfance, mais pas du tout, du tout. Non, par contre, dans mes rêves, il y a beaucoup de choses, comme les étoiles, les bolides, les météores, les très très belles choses qui permettent aussi de rêver. Je dirais que je renverrai les gens dos à dos, parce que dire qu'on a un problème de perception pour tous les cas qui sont inexpliqués, c'est exactement la même chose de dire qu'on a des extraterrestres de tous les cas qui sont inexpliqués, puisque l'explication est aussi simple, je dirais, d'un côté que de l'autre. Le GEPAN, on est toujours au milieu, on marche sur un chemin assez étroit, je dirais. Hein. Bon, on a le privilège d'avoir une certaine méthodologie lors de nos enquêtes, derrière lesquelles on s'appuie. Et donc on s'abrite derrière cette méthodologie pour notre travail de tous les jours, en essayant de ne pas tenir compte justement des extrêmes que l'on a d'un côté ou de l'autre, même si, comme vous dites, ces extrêmes-là sont énormément présents. Mais en tant que représentant légal, je dirais, hein, de ces phénomènes-là en France, on se doit de rester neutre, ce que l'on essaye de faire. Alors, admettons par hypothèse que les ovnis viennent bien d'un autre monde. Comment, dans ce cas, auraient-ils traversé les gouffres immenses de l'espace? Vous savez, l'univers est gigantesque. Pendant longtemps, cette question des distances rendait les astrophysiciens très dubitatifs au sujet des ovnis. Il y a sans doute de la vie ailleurs, disaient-ils, et peut-être même de la vie intelligente, mais comment imaginer que des visiteurs viennent de si loin? Est-ce seulement possible? Face au redoutable problème des distances, les physiciens, aujourd'hui, commencent à proposer sérieusement certaines hypothèses. Pascal Bultel évoque deux moyens susceptibles, un jour, de transporter peut-être les hommes vers les étoiles. La fusion nucléaire, espère-t-on, devrait pouvoir nous permettre d'atteindre des vitesses de l'ordre de 10% de la vitesse de la lumière au maximum. À ce niveau de performance, 30 000 km par seconde, on estime que l'on pourrait atteindre le premier groupe d'étoiles, le groupe d'Alpha du Centaure, composé de 3 étoiles, en environ 40 ans. Voici d'abord le vaisseau tel qu'on peut l'imaginer. Il est immense puisqu'il devra abriter plusieurs milliers de colons. Un tel voyage aurait 3 phases. Tout d'abord une phase d'accélération qui durerait environ 2 ans et qui aurait pour objectif d'emmener le véhicule et ses passagers à 30 000 km/s. Cette première phase serait suivie d'une autre beaucoup plus longue, de l'ordre de 35 ans, pendant laquelle la propulsion serait arrêtée. Enfin, la toute dernière phase de freinage durerait environ 1 an. À noter que le voyage n'aura duré que quelques dizaines d'années. Et la majorité de ceux qui auront embarqué atteindront l'objectif. Et au passage, ils bénéficieront même d'un petit bonus prédit par la célèbre théorie de la relativité d'Einstein. Ce que l'on peut dire, c'est que les passagers bénéficient d'un léger effet positif, car s'étant déplacés à une vitesse qui commence à s'approcher de la vitesse de la lumière, si pour un terrien,
Le voyage semble avoir duré 40 ans, il aura en fait duré 39 années et quelques mois pour ses passagers. La deuxième méthode repose sur l'annihilation matière-antimatière. L'antimatière, c'est cette matière inversée, dans laquelle les protons sont négatifs et les électrons positifs. Comme il est impossible d'en trouver dans la nature, on doit la fabriquer nanogramme après nanogramme dans des accélérateurs de particules. Pour la conserver, les ingénieurs doivent impérativement la confiner dans des champs magnétiques très intenses. Car lorsque l'antimatière rencontre la matière ordinaire, l'énergie libérée est gigantesque. La production de l'antimatière ne serait pas réalisée sur Terre, mais elle serait le plus probablement réalisée par une station autour du Soleil qui est une source d'énergie idéale pour produire ce type de carburant. Idéal parce qu'il y a la source d'énergie et parce qu'il y a la distance vis-à-vis de la Terre. Cette antimatière serait produite par petits paquets qui seraient transférés dans la partie éloignée de notre système solaire, là où l'on préparerait très concrètement la mission. Avec 30 nanogrammes d'antimatière environ, on pourrait effectuer le voyage aller-retour Terre-Mars. Avec 1/10 de gramme jusqu'à 1 gramme d'antimatière, on pourrait atteindre les limites du système solaire. Mais nous visons les étoiles. Par exemple, celle-ci, le système de Gliese, à 20 années-lumière de la Terre, découvert voici quelques années. Certaines planètes de ce système pourraient permettre un atterrissage. Voici à présent l'hypothétique vaisseau spatial tel qu'on peut l'imaginer. Le précieux carburant d'antimatière est généré en permanence dans ces immenses anneaux. Le vaisseau à antimatière pourrait alors prendre la direction des étoiles. Une nouvelle fois, le voyage se ferait en 40 ans, mais pour aller 5 fois plus loin qu'avec le vaisseau thermonucléaire de tout à l'heure. Et puisqu'on va 5 fois plus vite, les effets relativistes sont bien plus importants. Dans ce cas-là, un voyage qui durerait 40 ans vu d'un terrien ne durerait en fin de compte que 35 ans pour l'équipage. Alors tâchons de progresser. La science peut nous aider à comprendre les questions qui se posent à propos des distances. Mais il y a des mystères un petit peu plus troublants et qui résistent à l'investigation. Regardez, l'engin, vous voyez ici, semble immobile, vous l'avez vu tout à l'heure. Et soudain, il disparaît à grande vitesse. Et c'est toute la question. Ces phénomènes apparaissent et puis ils disparaissent. Ils semblent en quelque sorte nous fuir. Pourquoi le phénomène OVNI reste-t-il donc si difficile à appréhender ? Pour tenter de comprendre pourquoi ces créatures hypothétiques, si elles existent, semblent refuser le contact avec nous, l'astronome Jean-Claude Ribes propose une idée originale. Jouons les profilers, comme dans les romans policiers, et mettons-nous à leur place pour comprendre leur motivation de l'intérieur. Repartons vers le futur. Rappelez-vous, grâce à leur vaisseau spatial à propulsion thermonucléaire, nos descendants lointains étaient arrivés dans la banlieue d'Alpha du Centaure. Imaginons maintenant qu'ils parviennent à proximité d'une planète habitable et habitée. Depuis l'espace, en restant discrets, ils découvrent une civilisation moins avancée dont le niveau de technologie est celui de l'humanité du XXe siècle. On brûle encore du pétrole pour rouler, on s'entasse dans des grandes villes, on se lance dans des guerres meurtrières pour un oui ou pour un non. Alors, que vont faire nos descendants ? Alors, la réponse est quand même assez vite venue de dire, bon, on voit ce qui s'est passé sur Terre lorsqu'on a découvert des pays nouveaux, lorsqu'il y a eu un choc entre deux cultures, sans même parler vraiment de guerre, de conquête, mais la simple mise en présence d'une culture qui est techniquement avancée de parfois un siècle ou deux par rapport à une autre, ça peut être absolument destructeur. Donc, on va s'installer, par exemple, on peut supposer qu'un système solaire, un système stellaire, autre que le nôtre, aura l'équivalent d'une ceinture d'astéroïdes comme on a nous. Et puis de là, on peut tout à fait imaginer d'envoyer
des soucoupes volantes, entre guillemets, qui aillent sur une planète, qui aillent l'explorer discrètement, mais peut-être pas trop discrètement, parce que ça pourrait être intéressant de se dire, bon, on se laisse un petit peu voir, c'est-à-dire que les gens petit à petit comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y aurait peut-être bien quelqu'un, mais en même temps, ce n'est pas une présence pesante, on ne leur impose pas notre existence pour éviter ce fameux choc technologique et psychologique, on peut dire aussi. Il ne faut pas trop les traumatiser, mais ce n'est pas mauvais de laisser entendre qu'il existe quelque chose comme nous. Dans cette hypothèse, on l'a compris, nos descendants seraient les ovnis d'une civilisation moins avancée. Il faudrait donc les habituer progressivement au grand contact. Selon Jean-Claude Ribes, c'est peut-être ce que font avec nous les ovnis, en attendant le bon moment. Est-ce que ce bon moment est près d'arriver? Pourquoi pas? C'est ça qui est fantastique à notre époque. On dit souvent, nous vivons une époque fantastique. Il y a des menaces, certes, mais il y a quand même de grands espoirs. Et intellectuellement, c'est quand même une perspective fascinante de se dire que peut-être, de notre vivant, dans les années ou les décennies qui viennent, on va peut-être avoir ce fameux contact qui est redouté par les uns, espéré par les autres, mais qui en tout cas serait un moment formidable. Rencontré dans les magnifiques coupoles du parc de Jolimont à Toulouse, Emmanuel Davout, un autre astronome, pousse la spéculation encore plus loin. Si les autres existent tout au fond de l'espace, il pourrait avoir 5 bonnes raisons de refuser le contact. La première, c'est celle que je préfère en fait, c'est que les civilisations extraterrestres sont tournées vers un monde intérieur, vers un monde contemplatif, et que regarder le ciel et les étoiles, ça ne les intéresse pas. Il y en a d'autres, comme celle par exemple du contraste probable qu'il y aurait entre nous et une civilisation beaucoup plus avancée, qui ferait qu'il y aurait une difficulté de communication parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes connaissances, et on n'aurait sans doute pas grand-chose à se dire. Donc notre civilisation n'intéresserait pas les civilisations plus avancées. On peut aussi prendre l'exemple des civilisations dites primitives dans la jungle qui communiquent par tam-tam, alors que passent par-dessus leur tête toutes les ondes électromagnétiques de nos téléphones portables et de nos émissions de radio et de télévision, dont ils n'ont absolument pas conscience et qu'ils ne peuvent pas capter parce qu'ils n'ont pas la technologie qu'il faut. Ensuite, il y a une autre possibilité qui est peut-être pas très flatteuse pour nous, c'est celle du zoo, où nous serions simplement laissés tranquilles dans notre réserve naturelle et qu'ils nous observent à distance, se gardant bien de se montrer, de peur de nous traumatiser. Et enfin, il y a aussi celle de la méfiance, parce que finalement, nous sommes une civilisation un petit peu bruyante, qui émet des ondes radio un petit peu à tort et à travers, qui a envoyé des bombes atomiques dans l'atmosphère, qui est en train de changer son environnement, peut-être pas à son avantage, et donc peut-être que nous inspirons la méfiance et qu'il vaudrait mieux se garder de communiquer avec nous. Alors à présent, vous devez sans doute vous poser une nouvelle question. Si ces êtres, issus d'une biologie non terrestre, existent, à quoi pourraient-ils donc ressembler? Sont-ils différents de nous ou au contraire, est-ce qu'ils nous ressemblent? C'est l'occasion peut-être de retourner à l'exposition de la Cité de l'Espace à Toulouse. Préparez-vous à la rencontre, disent les affiches. Mais rencontre avec qui? Monstrueux ou au contraire angélique, dans notre imaginaire, l'extraterrestre prend le plus souvent le visage des intentions, bonnes ou mauvaises, qu'il nourrit à notre égard. Comme notre imaginaire est un peu limité, quand il imagine un extraterrestre, il le classe soit chez les tout bons ou les tout mauvais. C'est l'ange ou c'est le démon. Et on est bloqué avec ça. Alors, est-ce qu'il faut se contenter de ça? Non, évidemment. Parce que si on se contentait de ça, on n'irait pas le chercher. On attendrait qu'il vienne si c'est un bon, ou on craindrait qu'il vienne si c'est un mauvais. Ce qu'il faut, c'est continuer à faire ce que l'humanité fait depuis des millénaires, c'est d'explorer.
d'aller vers l'inconnu, qu'on imagine un peu, mais pas trop, pour se laisser étonner. Et c'est ça qui est à l'origine presque philosophique de l'entreprise spatiale. C'est ce qu'on a répété il y a 50 ans dans le droit spatial en disant explorer, c'est l'héritage de l'humanité. C'est pas seulement des planètes, c'est pas seulement des domaines, c'est aussi une mission d'aller vers l'inconnu. Et à ce moment-là, l'inconnu, c'est par définition quelque chose d'ouvert. Sera-t-il bon, sera-t-il mauvais? C'est au fond pas la question que j'ai à me poser. Il sera ce que je vais le rencontrer et l'histoire que je vais pouvoir éventuellement avoir en commun avec l'inconnu vers lequel j'ai. Et l'histoire commune qu'on a déjà, c'est d'appartenir à ce même univers, d'être tous, moi humain et lui extraterrestre, des enfants des étoiles. Et oui, tel est le formidable défi qui, dans un avenir encore insondable, fera de l'homme devenu stellaire un habitant parmi d'autres de l'immense univers. Eh bien, notre rendez-vous s'achève et pourtant, nous n'avons pas dissipé tous les mystères qui entourent ce phénomène. Reste une dernière question. Le 5 septembre 1977, la sonde américaine Voyager 1 était lancée vers l'infini. Elle se trouve aujourd'hui perdue aux limites extrêmes de notre système solaire, à plus de 15 milliards de kilomètres de la Terre. Et elle emporte dans ses flancs une plaque gravée à l'image de l'homme, ainsi que de précieuses informations destinées à être recueillies, peut-être un jour très lointain, dans des milliers ou des millions d'années, qui sait, par des intelligences étrangères, quelque part dans les étoiles. Évidemment, nous ne savons pas si ces êtres existent. Et pourtant, nous allons à leur rencontre et nous leur envoyons même des messages. Alors, se pourrait-il que ces intelligences hypothétiques fassent la même chose, qu'elles tentent de nous faire comprendre qu'elles sont là? Nous n'en savons rien, mais d'ores et déjà, à propos de ces fameux ovnis, une chose est certaine, qu'il s'agisse d'un grand mythe moderne ou au contraire d'un fait objectif non encore élucidé. En tout cas, ce phénomène aura eu l'occasion, depuis plus d'un demi-siècle, de nous obliger à nous poser une série de questions fondamentales sur l'origine de la vie, sur les mystères de l'univers, sur les dimensions de l'espace et sur celles du temps. En tout cas, mythe ou réalité, qu'ils existent ou pas, les ovnis ont au moins ce mérite, c'est de nous avoir habitués à comprendre que dans l'univers, rien n'est impossible.